Quand on avait par exemple 50 000 abonnés, on se disait, oh, tu te rends compte, ça remplit un stade de foot. Ah, quand t'as 100 000, ah, c'est le Stade de France. Ah, c'est... Pontoise Radio, l'agenda. Bonjour Stefano. Bonjour. Vous êtes gamer, créateur de contenu, youtubeur. J'aimerais juste qu'on replace une réalité. On a l'impression quand on voit une vidéo de 10 minutes sur YouTube que tout le monde peut la faire, c'est à la portée du premier venu. Et en fait, c'est un vrai travail et ça demande énormément de temps et de préparation. Ah ouais, carrément. En fait, la principale caractéristique, je dirais, c'est qu'en fait, on a, pour la plupart, en tout cas, tous appris en autodidacte. Et là où, normalement, il y aurait un caméraman, un monteur, un ingé son, etc., nous, on fait tout nous-mêmes. On est devant, derrière la caméra, au montage, à la communication. Donc, c'est du temps, c'est de l'expérience. Après, ça dépend forcément du type de contenu. Il y a des contenus plus simples à faire que d'autres. Mais il n'y a rien de facile et c'est faut vraiment faire les choses correctement si on veut avoir un rendu propre. Ouais, c'est pas à la portée de n'importe qui comme ça sans expérience. Stefano, plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, j'allais dire, on pourrait définir que vous êtes un homme d'affaires. Puisque vous créez le contenu, enfin, vous l'écrivez même, vous allez chercher les partenariats, vous allez trouver du business à côté. Comment vous le vivez? C'est quoi une journée type pour vous? Ça dépend, mais globalement, une journée type, ça va passer par, je dirais d'abord un petit récap au niveau des mails le matin, voilà, tranquille. J'aime bien faire les trucs faciles que j'ai pas à repousser dès le matin, ça c'est fait. Après, je fais toujours un petit tour d'actualité quand même de ce qui se passe dans le monde des jeux vidéo, parce qu'une partie de mon contenu est quand même axée sur ça. Et puis après, ça va être, si j'ai une vidéo à tourner, en grosse partie l'écriture, le tournage dans la même journée si j'ai pu tout faire dans la même journée, puis parfois le montage ou le lendemain. On va dire c'est plutôt l'après-midi les tournages, le matin voilà plus les trucs un peu plus tranquilles. Tout a commencé sur YouTube. À quel moment, j'imagine que c'était pas une volonté, j'allais dire de devenir une star de YouTube, d'en vivre au début. Oui. À quel moment ça a fait tilt et vous vous êtes dit mais il y a un coup à jouer, je peux en faire quelque chose? Je pense que c'était un an et demi, 2 ans après m'être lancé. Au début, donc moi je me suis lancé en 2011. Et en fait à cette époque-là, on pouvait pas du tout être rémunéré pour nos vidéos. C'était pas possible. Donc en fait c'est vraiment un hobby sur le côté. Et puis un jour, donc moi je faisais ça en parallèle et tout. Et un jour on a reçu des mails nous disant vous pouvez gagner de l'argent avec ce que vous faites. Alors nous au début on n'y a pas cru parce que c'était la grande période sur internet des sites un peu arnaques ou des pop-up qui disaient si vous voulez gagner de l'argent, cliquez. Tu croyais pas du tout. Et en fait, on s'est aperçu en discutant entre nous, en discutant avec des gens, qu'on s'aperçoit qu'en fait, si, c'est vrai. Et on se dit ok, mais on se rend pas du tout compte de l'ampleur. Et puis moi, première paye, plus ou moins, alors que j'ai 19 ans, j'ai 300 € qui tombent pour faire des vidéos. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Et donc c'est là où progressivement je me rends compte, avec en plus les vues qui montaient, les abonnés qui montaient, que ça augmente un peu. Et si bien qu'à un moment donné, ça m'a dégagé plus ou moins un SMIC. Voilà. Et j'étais dans une période en plus où je cherchais du travail. Je me suis dit, je l'ai là sous le nez en fait le travail, donc autant le tenter. Ça marche pas, c'est pas grave, on ira faire autre chose. Et donc voilà, et à partir de là, j'ai pu me mettre vraiment à plein temps. Et donc faire encore plus de vidéos, encore plus être actif. Et donc ça m'a permis ensuite de me stabiliser comme ça. Il y a les parents dans l'affaire. J'étais déjà autonome, j'avais 19-20 ans, donc ils étaient dans l'affaire, mais en soi, ils regardaient de loin. Au début, ils étaient pas trop au courant. Tant que ça me rémunérait pas, en tout cas, ils étaient pas au courant. Parce que, alors c'est pas du tout que j'en avais honte, mais c'était plus une sorte de petit jardin secret, de hobby quoi, que j'avais de mon côté, comme j'aurais pu faire de la musique ou je sais pas. Enfin voilà, c'était une de mes passions, je leur racontais pas tout. Et ensuite, oui, quand ça a commencé à exploser, qu'il a fallu que je fasse mon auto-entreprise, qu'il a fallu toute la partie un peu administrative, là, ils ont bien vu qu'il se passait quelque chose. Donc, mon père, il a assez rapidement compris. Ma mère et ma grand-mère, les deux, comprenaient pas au début, elles pensaient que je faisais de la télé. J'aurais dit non, pas vraiment, mais oui, ok, si tu veux. Après, quelques mois après, ils ont découvert, je crois que c'était les vidéos de Cyprien, qui faisait donc des podcasts, donc rien à voir avec le gaming. Et elles m'ont dit, ah, c'est ça que tu fais? J'ai dit, non, mais oui. J'essayais d'aller au plus simple. Ça s'est fait progressivement. Aujourd'hui, il y a toute la partie, j'allais dire, sur Internet. Il y a les conventions qui se greffent un petit peu plus par-dessus. Vous voyagez un peu de plus en plus. Dans tous les voyages que vous faites pour le travail, est-ce qu'il y a un endroit que vous avez découvert que vous adorez? Et est-ce que vous avez un peu le temps de joindre l'utile à l'agréable en disant est-ce qu'on a le temps de visiter, de voir des choses un peu? Alors, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai été à Biarritz.
Bon, c'est pas désagréable. Belfort est très très bien aussi, bien sûr. Après, est-ce qu'on a le temps de visiter? Ça dépend vraiment. Là, typiquement, ce week-end, on a un hôtel qui est dans le centre-ville, donc on peut un peu visiter. Même si bon, on a la navette assez tôt le matin, vers 9h30, 10h, et puis on rentre à 19h, donc en soi, et puis des fois on a un resto qui est prévu par la convention. Mais et puis souvent les conventions sont dans des parcs expo qui sont un peu excentrés et tout, donc c'est pas simple de visiter, mais quand on peut, on essaye de visiter un petit peu. J'aime bien, et puis ça c'est un des trucs que j'adore, c'est que moi qui fais un travail qui se passe sur internet quand même, en virtuel, j'ai la possibilité finalement de voyager un peu partout en France. Et c'est une chance, et je suis trop content d'avoir pu... en fait, je pense que 95% des grandes villes ou moyennes villes, on va dire, en France, j'ai pu au moins y mettre les pieds, donc je trouve ça trop bien. Vous avez 2 millions d'abonnés sur Internet, où les chiffres font rêver, etc. Et il y a un moment, vous les rencontrez en vrai et vous voyez l'engouement. Oui. Ça vous a fait réaliser quelque chose en se disant, c'est incroyable. Ouais. La première fois que j'ai vécu ça, on s'y attendait pas. Le salon non plus, parce qu'on n'en avait pas du tout d'espace dédicace comme ça, en fait, et ça a fini en attroupement, en fait. Et donc après, on nous a calé une table sur le côté, mais il n'y avait pas du tout de barrière de sécurité et tout. Enfin, du coup, on se faisait pousser la table dans les backstage de la scène qui était à côté. Enfin, c'était n'importe quoi, mais c'est normal, c'est l'époque qui voulait ça. On a compris, oui, quand on a vu le monde, on savait que c'était pas que des commentaires, des chiffres, on savait qu'il y avait des gens derrière, mais en fait, au début, on mesurait, moi je me rappelle avec un pote, on mesurait ça en stade de foot. Au début, quand on avait par exemple 50 000 abonnés, on se disait, tu te rends compte, ça remplit un stade de foot. Ah, quand t'as 100 000, c'est le Stade de France. De là, après, à passer cette barrière-là, et les premiers événements qu'on a fait, ouais, on s'est vraiment aperçu le monde. En plus, c'était à l'époque des très jeunes, donc il y avait beaucoup d'engouement. Il y avait ce truc un peu, j'aime pas le mot parce que nous, on l'a jamais vu comme tel, mais il y avait ce truc un peu de starification où il y avait vraiment les enfants qui nous couraient un peu après. Et nous, c'est vrai qu'on était un peu perdus par rapport à ça. Et c'est là où on a compris un peu. Et puis après, ça s'est quand même assez rapidement stabilisé. Très rapidement, moi, j'ai eu des messages de gens que je voyais qui, en fait, me faisaient beaucoup de bien parce que finalement, à bosser depuis chez moi, j'ai pas cette sociabilité que je devrais avoir normalement en prenant les transports, en allant au bureau, n'importe où. Donc en fait, je suis toujours tout seul quasiment. Donc en fait, je récupérais cette sociabilité que je perdais en allant en convention. Et puis même des fois quand il y avait des petits coups de mou, des vidéos qui marchaient moins bien, des choses, et en fait quand on les voit en vrai, ils sont toujours très gentils, ils nous donnent des conseils, ils nous donnent leur avis sur ce qu'ils ont aimé, moins aimé, et ça reboostait toujours énormément. Je dirais la prise de conscience, elle est arrivée à la premier ou deuxième salon, où vraiment là on a compris que c'était pas que virtuel. Vous avez 31 ans, marié, ouais. Des enfants? Non. Pas d'enfants? Pas encore. Est-ce qu'à un moment vous imaginez votre gamin qui vous dira papa, je vais faire comme toi, je vais les jouer sur internet pour en vivre. Est-ce que quelque part vous vous dites bon, ok, moi je suis passé entre les gouttes avec mes parents, mais si ça se produit? J'ai déjà pensé plein de fois. Si ça se produit, alors déjà il faudra. Je pense que la plateforme d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain. On le voit déjà, moi, quand je me suis lancé aujourd'hui, il y a Twitch qui a émergé, puis il y a TikTok. Il y a pas mal de choses. Est-ce qu'il n'y aura pas encore un autre réseau social sur lequel je serai sûrement encore plus largué qu'aujourd'hui avec TikTok par exemple? C'est fort probable. Il y aura aussi forcément l'âge. S'il veut se lancer à 10 ans, c'est pas la même qu'à 20 comme moi, forcément. Après, je pourrais jamais, je pense, l'empêcher, ou en tout cas, je pense que ce serait hypocrite et mal placé de ma part de lui dire ah non, on ne va surtout pas là-dedans alors que moi je me suis épanoui là-dedans. Mais par contre, je pense que mieux que personne, je saurais lui dire ça tu peux, ça tu fais pas, ça évite, et le protéger au maximum. Ouais. Mais je me suis déjà posé la question parce que j'ai très bien conscience que le jour où j'aurai un enfant qui jouera au jeu au lieu de faire ses devoirs, je lui dirai va faire tes devoirs, faut pas jouer. Il me dira pourquoi toi tu joues? Oui, mais moi c'est mon travail. Enfin, je sais très bien que ça va poser un problème à un moment, ça, c'est sûr. Pour l'instant, on n'y est pas, mais j'ai réfléchi. Comment vous imaginez la suite? Alors, je sais que la question bientôt, on est sur des nouveaux métiers, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir surfer sur la vague. Il faut arriver à se renouveler. Finalement, c'est comme une carrière de sportif de haut niveau. C'est un peu ça. Il faut être performant sur toutes les vidéos, on s'entraîne, on bosse dessus, mais à un moment, on est payé au résultat. Est-ce que vous préparez déjà la suite? J'y réfléchis. En soi, je suis toujours très épanoui sur ce que je fais, mais en fait, oui, il y a le plus gros défaut de notre métier. Alors, c'est pas un métier qui est fatigant physiquement. Voilà. Par contre, c'est un métier qui peut être usant mentalement parce que c'est pas comme si j'avais un CDI et
je vais au travail et puis je rentre chez moi le soir et je pose mon cerveau et voilà, j'ai fait mon travail. Non, ça s'arrête jamais, c'est tout le temps, c'est une machine à laver. Alors quand c'est bien, c'est trop bien. Quand ça va moins bien, c'est machine à laver tout le temps dans la tête. Et puis il y a ce truc de je peux travailler pareil en janvier qu'en février, je sais pas si je serai payé pareil, parce que ça va dépendre des vues, ça va dépendre de est-ce que mes vidéos vont bien marcher, est-ce que je vais être dans les recommandations, les tendances. Il y a tellement de facteurs, et ça je pense qu'au plus j'avance dans le temps, au plus forcément il y a une espèce de fatigue par rapport à ça. Maintenant, j'aime toujours énormément ce que je fais. Est-ce que je serai encore là dans 5 ans, dans 10 ans, je sais pas. On me disait déjà ça il y a 5 ans, il y a 10 ans. Au final, je me rends compte que j'ai des potes qui, durant le laps de temps où moi j'ai été sur YouTube, pendant bientôt 15 ans maintenant, eux ont changé 3 ou 4 fois de métier. Et moi non, finalement. Donc finalement, dans mon cas, ça n'a pas forcément été plus instable. Souvent, ils me disent, mais tu vas faire quoi le jour où ça s'arrête? Je dis, regarde-toi, tu as changé déjà plein de fois. Donc on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'en grandissant, j'aurais envie peut-être à un moment donné aussi de voir autre chose. Parce que faire 15 ou 20 ans dans une boîte, il y a plein de gens qui auraient envie peut-être de voir autre chose. Peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir aussi marre de, comme je disais, cette incertitude et juste de me dire, bon, on s'est éclaté, maintenant j'ai envie juste d'être un peu plus posé. Un peu comme finalement une carrière de sportif, ce que vous disiez, il y a ce truc. Et puis le parallèle est intéressant parce que globalement un sportif il arrête de jouer quand il vieillit, mais entre guillemets c'est surtout quand il est moins en forme, quoi, on va dire. Et nous en fait il y a ce truc aussi, c'est que je sais très bien que, alors il y a quelques contre-exemples, mais dans la grande majorité des cas, si c'est pas moi qui décide de m'arrêter, ça s'arrêtera le jour où les gens me regarderont plus. Et donc c'est que il y a comme une espèce de date de péremption. Je pourrais pas juste me dire, bon, je refais une chaîne et ça repart. Non, a priori, j'ai qu'une chance, plus ou moins. Donc j'en profite à fond, et oui, je réfléchis quand même à la suite, peut-être à un moment donné, être un peu plus posé, être un peu plus serein, c'est plus le mot, de moins se poser la question de quoi sera fait le mois prochain et tout, à un moment donné. Vous l'avez dit, le mental est hyper important. J'imagine qu'une personne de l'ombre qui est super importante, qui partage votre vie, quel rôle elle tient? Elle me soutient, elle me donne des conseils. Elle m'écoute beaucoup. Souvent, elle a tendance de dire que quand je lui en parle pas, c'est que tout va bien. Ce qui est un peu vrai, c'est que souvent, quand tout va bien, ça va. Et puis, en fait, quand je suis inquiet parce que il y a un creux ou voilà, là, je vais beaucoup lui en parler. Et elle me supporte parce que des fois, il y a des horaires qui sont pas simples parce que pareil, je dépends aussi des fois d'une actualité, des fois je vais couvrir la sortie d'un jeu, une conférence, n'importe quoi. Des fois c'est à des horaires, des fois c'est à 23h, des fois c'est il n'y a pas d'horaire fixe, de jour fixe. Il y a des fois elle aimerait bien être en repos et puis je pars en convention. Voilà, elle a accepté mon métier et je la remercie évidemment pour ça, elle me soutient énormément. C'était l'agenda Comtoise Radio. Pour tout savoir sur les sorties à faire dans les Vosges saunoises, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Comtoise Radio.